C'est bon, on est bon? Bah écoutez, on va démarrer alors. Merci à tous d'être présents pour cette présentation que j'ai nommée Laptop as Code, un ordinateur sans état, on va voir pourquoi. Donc là, j'ai envie de vous parler de vos laptops, comment est-ce que vous les construisez, les maintenez à jour, voilà. Et c'est une sorte de retour d'expérience sur ce que j'ai fait sur mon poste. Et je voulais voir comment est-ce que vous avez fait sur votre poste, dans un milieu pro ou perso. Alors, au menu, je vais essayer de définir ce que j'ai appelé Laptop as Code. Je vais vous parler d'une première implémentation de mon Laptop as Code avec l'outil préféré Bash. Et ensuite, une deuxième version plutôt avec un outil qui s'appelle Ansible, que je pense que certains d'entre vous connaissent. Petit sondage, qui connaît Ansible? Qui a déjà utilisé Ansible? À peu près tout le monde. Très bien, bon voilà. Donc c'est l'outil un peu qui va se cacher derrière les démos qui vont avoir lieu. Alors, ce qu'il n'y aura pas dans cette présentation, il n'y aura pas d'installation d'OS. Ce que j'appelle Laptop as Code, je pars avec un prérequis où l'OS est déjà positionné, déjà installé. Donc là, je vais faire toutes mes démos sur un OS Ubuntu, mais on va dire que les principes pourraient être appliqués à d'autres OS. Ce concept de Laptop as Code, je ne vais pas parler de Ghost d'OS, qui sont répliqués sur différentes machines, qui sont conditionnées d'avoir, enfin, il faut pour cela avoir, on va dire, des machines homogènes, ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise. Je ne vais pas non plus parler dans un Laptop as Code de travailler à travers une VM. J'ai connu dans différents projets par le passé ce type de procédé que finalement je n'approuve pas forcément. Et je ne vais pas non plus parler de Laptop as Code à travers un IDE qui se trouverait dans votre navigateur. Voilà. Donc je parle vraiment j'ai envie de construire un ordinateur sans état, réellement une machine physique. Donc d'abord, qui je suis? Donc je m'appelle Mehdi Rebier. Donc là, je vous ai mis mes quelques informations si vous voulez me contacter. Je suis actuellement donc, Tech Lead et Data Ingénieur chez Lectra. Donc Lectra, une entreprise assez stable qui travaille, donc on construit des machines de découpe de tissus, également plein de logiciels qui gravitent autour de tout ça. On recrute, donc n'hésitez pas à venir me voir après si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà. Et donc l'info la plus intéressante, c'est que moi je développe depuis environ 2004, donc presque 20 ans. Et j'apprends toujours. Allez, c'est parti, on va essayer d'expliciter ce que j'appelle le Laptop as Code. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais vous raconter une histoire qui a dû normalement vous arriver. C'est Noël, vous avez un nouvel ordinateur, vous êtes recruté dans une entreprise, on vous donne un nouvel ordinateur. Donc là, je prends l'exemple d'un laptop. Vous êtes content, c'est super, il est tout beau, il est tout neuf. Et vous allez faire normalement quelques petits coups de tournevis. Vous allez installer différents softs qui vous seront nécessaires. Alors, soit parce que vous avez envie d'avoir tel soft, soit parce qu'on vous imposera d'avoir certains softs pour votre travail. Vous allez ensuite le customiser, votre ordinateur, en mettant d'autres coups de tournevis, des couleurs et autres. C'est bon, ça marche toujours? Ouais. Et parfois, ça se passe avec un peu de douleur, un peu de souffrance, parce que c'est pas toujours trivial d'installer tout ce qu'on veut, tous les outils qui sont demandés pour son travail. Et un jour, parce que oui, un jour ça arrivera, votre ordinateur ne marchera plus. Prendre feu peut-être pas, mais j'ai l'exemple d'un alternant chez nous qui a perdu son ordinateur parce qu'il avait pris le train avec son laptop et sa bouteille d'eau. Les deux se sont rencontrés et ça a provoqué un dégât irrémédiable. Donc voilà, donc un jour ou l'autre, votre ordi ne marchera plus pour plein de raisons, volé, cassé et ainsi de suite. Donc évidemment, que faire? La solution, vous la connaissez, il suffisait de documenter tout ce que vous avez réalisé pour pouvoir le réaliser de nouveau. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises, vous avez une documentation, bienvenue chez nous, voici comment installer votre poste, avec une documentation qui est censée être exhaustive. Mais en fait, se posent quand même quelques questions, parce que votre ordinateur, vous avez fait pas mal de customisation, et vous avez également des documents personnels, des choses qui vous sont propres. Comment faire pour être sûr de ne pas les avoir perdus? Je parlais de documentation. Comment être certain que cette documentation est toujours à jour en fait? Parce qu'il y a de fortes chances que cette documentation ait été écrite il y a quelques temps. Donc là, je mets dans un contexte professionnel en entreprise. Voilà, quelqu'un a écrit à un instant T une documentation. Les outils ont évolué, mais on n'a pas mis à jour la documentation. Ça arrive tout le temps. Et l'autre concept, moi, qui m'embête beaucoup, c'est on a passé du temps à installer son ordinateur. S'il faut le réinstaller,
On va repasser de nouveau de l'énergie, du temps, de la sueur pour le faire. Que ce soit pour un nouvel arrivant dans une entreprise ou pour un nouvel ordinateur qui vous est fourni. Donc, je vous propose un autre point de vue par rapport à ces problématiques. Je me dis, on est développeur, on prend soin de notre code pour que ça parte en production, on a des patterns, on a des principes pour que ça se passe bien. Et si votre laptop méritait la même attention que votre code de production. Donc là, je vais essayer d'illustrer mes propos avec ce petit schéma. Donc je parlais de documentation, et donc évidemment, je vais vous amener vers du scripting. On va dire que la préhistoire, c'est plutôt documentation Word ou sur un endroit un peu, sur un environnement de stockage assez distant, compliqué à mettre à jour. Une bonne approche, c'est qu'au moins la documentation soit plus vivante, plus facile à mettre à jour. Donc ASCII-Doc Markdown sur un GitHub ou un GitLab, c'est quand même un peu mieux. Si on veut avoir une documentation pour laquelle on a envie de faire l'effort de la mettre à jour. Mais je me dis, plutôt que d'écrire pour installer votre IDE, faites apt install quelque chose, pourquoi est-ce que ce n'est pas un script disponible qu'on puisse l'exécuter? Donc on peut imaginer que l'étape d'après, c'est plutôt d'avoir un script, mon bash ou équivalent, qui va lister l'ensemble des commandes à exécuter pour installer votre poste. Et donc l'idée de ce talk, c'est de vous montrer comment on pourrait faire, on va dire, un step après avec l'outil Ansible. Pour revenir au principe de code, gérer votre laptop comme un code de production, l'idée c'est que tout, ou presque tout, que vous avez sur votre ordinateur devrait être versionné sous Git. Alors, presque tout, parce que tout ne va pas y rentrer. Par exemple, je parlais des documents personnels ou des choses que vous voulez garder sur votre ordinateur. L'idée, c'est de miser plutôt un stockage cloud, pas forcément miser sur un stockage que sur votre laptop. Moi, personnellement, j'essaye d'avoir le moins de documents sur mon PC, voire c'est que des copies qui peuvent être perdues. Et les documents que je ne souhaite pas perdre sont toujours sur un drive, sur un cloud privé ou public, mais qui, eux, ont leur propre backup. Voilà. Donc, en entreprise, vous avez forcément un de ces outils-là qui vous est proposé. Mes documents sont plutôt là-dessus que sur mon Home Directory. Autre question, votre ordinateur, vous avez dû stocker des passwords de verbes d'environnement ou autre. L'idée, c'est que ces passwords ne soient pas stockés dans un fichier password.txt. Bon, je passe les banalités, mais voilà, au moins un minima. La solution qui coûte pas grand-chose, c'est d'avoir des fichiers type KeePass que vous pouvez mettre sous Git. Bon, ça se merge pas très bien s'il y a plusieurs devs dessus. D'autres solutions cloud qui proposent évidemment des choses plus sophistiquées pour stocker les passwords, type LastPass ou autre. Il y a plein d'outillages pour ça. Ne stockez pas vos mots de passe sur un fichier sur votre laptop. Et donc, à la suite de ça, le challenge, c'est de dire, ok, maintenant que je vois comment faire, et si je rebuildais mon PC, on va dire qu'un OS présent, si je le rebuildais from scratch en 30 minutes. Alors, je ne vais pas le refaire là, devant vous, en 30 minutes. C'est un challenge que j'ai eu en interne à Lectra, et je l'ai réalisé. J'ai rebuildé mon ordinateur en 30 minutes, mais je dépendais de ressources de Lectra, donc je ne vais pas vous refaire cette démo-là. Je vais vous faire tout à l'heure une démo sur on va dire une version allégée d'un laptop. Je vais le rebuilder en quelques minutes, si ça se passe bien. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ce scripting permet de repartir from scratch, avec un OS d'installer, mais de réinstaller ensuite tout votre ordinateur et toute sa customisation. Première solution, on va scripter ça avec du bash. Mon outil préféré avant de connaître Ansible. Donc je ne sais pas si vous avez réalisé la même chose que moi, mais moi j'ai créé un repo Git qui s'appelait myenv. Et dedans, j'ai créé un script run.sh tout bête. Voilà. Je sais que pour mon poste de travail, j'ai besoin d'installer une liste d'outils. Chaque outil sur le net sont bien documentés. Comment l'installer? Il suffit d'opérer 1, 2, 3 commandes. Très bien, je vais les grouper dans un gros fichier run.sh. Donc là, j'avais fait une fonction chapeau qui disait j'ai besoin d'installer plein de choses. Des choses communes. Alors, les choses communes, c'était apt install plein de trucs là. Voilà, plein de trucs. Voilà, bref. Et puis après, peut-être des choses un peu plus sophistiquées qui nécessitaient plus qu'une seule opération, installer plusieurs SDK, Git en modifiant vos sources apt, et ainsi de suite. Bref, je ne vous ai pas mis le script que j'avais réalisé, mais il y a quelques centaines de lignes. Mais ça faisait le taf. Ça faisait le taf, j'étais content de moi, je dis mais c'est exactement ce qu'il fallait, je suis content. Et donc du coup, l'idée c'était si j'ai besoin d'avoir un nouvel outil, imaginons installer un IDE par exemple, un VS Code, très bien, je vais voir comment l'installer sur le net.
Alors je peux le tester en local, ok, j'installe comme dit la doc, mais ensuite je m'empresse de le désinstaller et de le scripter dans ce script RunSH et de le redérouler pour être sûr que si jamais il y a un crash, je sais le réinstaller avec ses plugins, ainsi de suite. Voilà, je suis content, c'est possible et ça marche. Juste avant. À savoir ce script là que j'ai réalisé, c'était vraiment orienté post-Linux chez Electra. Je l'ai partagé et ça a eu de bons échos parce que ça a été forqué plein de fois en fait. Ça a été forqué par pas mal d'autres personnes qui voulaient rapidement démarrer, avoir une stack qui fonctionnait. Là, j'ai juste essayé de tenter un petit schéma, on va voir si c'est lisible. Où là, sur la gauche, je vous ai mis un repo, sur GitHub ou GitLab, hein, votre SCM préféré, avec le stockage donc, de repo git myenv. Okay. Donc ce que je faisais, c'est que je clonais ce repo sur ma machine, qui est à droite. C'est lui, alors en l'exécutant, ça va installer toute une liste de software, hein, on est content. Mais j'avais aussi besoin de récupérer des fichiers qui n'étaient pas propres à mon environnement à moi, mais qui étaient propres à l'environnement de l'entreprise. Et ce que j'appelais mycompany.env, que j'ai un autre repo Git qui était dispo sur notre GitHub, GitLab entreprise. Par exemple, si je prends l'exemple du monde JVM, vous avez toujours besoin d'avoir de la configuration pour vos artefacts manager préférés. Donc de la conf pour Maven, Gradle, SBT, enfin tous les outils de build que vous pouvez avoir. Vous avez souvent des proxys vers un Artifactory ou un Nexus. Et donc vous avez besoin de spécifier tout ça selon la technologie dans ces fichiers de configuration. Voilà. Qui eux ne vous sont pas propres, ils sont imposés par l'entreprise. Alors vous pouvez les mettre chez vous, mais donc chacun va avoir une version. Donc on a plutôt idéalement un repo commun qui va lister l'ensemble des paramètres propres à votre entreprise. Et donc avec ce fichier runsh que j'avais initialement réalisé, ce que j'avais fait, c'était tout simplement, je clonais dans une des étapes du runsh, je clonais ce repo là, je le clonais sur mon poste. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de différence, en fait, les vrais dossiers .m2, .gradle qui sont sur votre home directory, je crée des links, tout simplement. Comme ça, si jamais je voulais être sûr d'avoir la dernière version, je le réexécutais, ça faisait un git pull pour être sûr d'avoir les bons liens vers la bonne version qui, elle, est versionnée et maintenue par votre entreprise. Et ces fichiers-là qui sont aussi souvent utilisés pour votre CI. Donc là, je m'étais dit, waouh, je suis trop intelligent, j'ai inventé un système hyper sophistiqué qui permet d'avoir un laptop parfaitement à jour. Bon, évidemment, avec un peu de recul, j'ai quelques critiques à faire sur ce schéma-là, par mon propre vécu. Ce qui se passait, c'est que par exemple, je prône un ordi sans état. C'est-à-dire que je vais pas, en gros, je peux le cracher à tout moment cet ordi et j'ai rien perdu. Sauf que dans les faits, ce qui se passait, c'est que ce myenv là qui était cloné en local, j'avais tendance à le modifier ici. Et puis un peu à oublier de le committer sur le serveur. Donc du coup, j'avais un peu différents états. Donc l'état, ce qui est le myenv qui est sur GitHub ou GitLab, et puis un myenv local qui était en train d'être bêta, testé, même pas modifié, forqué par d'autres personnes. Bon, dans les faits, cette solution-là avait quelques inconvénients. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était un bon scripting? Alors, on pourrait dire oui, on peut dire non. Donc le succès de cette solution, c'était que ça a été forqué, donc les gens avaient envie de l'utiliser. Mais il y avait un effort supplémentaire pour le customiser, parce que mon script runsh n'est peut-être pas celui de mon collègue. Moi, le mien, je bosse dans une équipe data de Lectra, donc j'ai besoin d'installer Scala, d'installer des outils SBT et autres, des outils HKafka, ce qui n'est pas le cas d'un autre dev front, qui lui a peut-être besoin d'avoir d'autres outils. Donc il a besoin de le forquer, de le customiser, voire assez grandement. C'est un script qui faisait plusieurs centaines de lignes en bash, tout le monde n'est peut-être pas à l'aise sur le bash, c'est difficilement lisible. Bref, en gros, c'était difficilement maintenable. Donc on a essayé de trouver une solution un peu plus élégante, plus agréable et mieux partageable. Donc nous voilà face à des nouveaux challenges. Comment faire du scripting partageable qui a une customisation facilitée, avec des fichiers de configuration lisibles. Voilà. Et donc on m'a soufflé, mais tu connais pas Ansible? T'as qu'à utiliser un playbook Ansible. Alors moi, Ansible, il y a plus d'un an, je connaissais le nom, j'avais dû voir une conf, j'ai vu qu'il y avait plein de fichiers YAML. Mais je ne l'avais pas utilisé. Je l'avais pas utilisé parce que ça me semblait compliqué et j'ai pas su par où prendre le sujet pour comprendre comment marchait l'outil Ansible. Jusqu'à ce que je trouve une vidéo YouTube, plutôt même une chaîne, d'une personne qui montrait comment utiliser Ansible et comment l'utiliser pour sa propre machine. Je vais y venir juste après. Mais bon, dans le doute, si ceux qui ne connaissent pas forcément Ansible, je vais vous faire quelques rappels pour savoir comment marche l'outil. Cet outil magique. Donc Ansible, on va dire que je vous ai mis les liens pour récupérer les infos des outils.
Il prône on va dire l'automatisation d'installation d'outils sur des systèmes remote et afin de garantir l'état désiré. On va dire qu'en Ansible, de ma compréhension, plutôt que de dire je vais installer des outils, c'est plutôt je vais décrire l'état d'une machine souhaitée. Je ne vais pas installer Git, je vais dire voilà, je veux que la machine donnée ait Git d'installer dans telle version. Ou je veux qu'il y ait Java dans telle version. Voilà. Donc le paradigme, c'est de décrire l'état final d'une machine ou de plusieurs machines. C'est plutôt initialement un outil tagué Ops, c'est-à-dire on va vouloir sur des machines distantes, sur un parc de machines, installer des softs. Et donc on va le faire via ce type d'outil. Donc on parle de paradigme d'infra as code, d'idempotence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer plusieurs fois le même script, on va retrouver toujours le même état. C'est un outil open source, mais qui ensuite est aussi maintenu par Red Hat sur une plateforme complémentaire avec des services payants en plus. Mais nous, on va rester que sur la partie open source. Donc là, en fait, je vais vous refaire un petit schéma, enfin le petit schéma qui est sur la doc officielle d'Ansible. Donc en haut, on a ce qu'on appelle le control node. Donc on va dire c'est la machine qui va déclencher l'exécution de script Ansible. Et les petits carrés en dessous, ce sont des machines distantes que vous allez vouloir... Oh, attention, ça marche plus. On bouge plus. C'est bon? C'est bon. Donc les trois carrés dessous, ce sont trois machines distantes que vous voulez, on va dire, administrer par Ansible. Donc les contraintes, c'est quoi? C'est que vos machines distantes aient juste Python. Il n'y a pas besoin d'installer des agents, juste que Python soit présent sur les machines. Alors si vos machines cibles sont des machines Linux, Python est installé sur quasiment tous les OS, toutes les distribs. En revanche, sur la machine qui va exécuter Ansible, il y a des prérequis comme installer Ansible, évidemment, et définir ce qu'on appelle un fichier inventory. Alors c'est quoi un fichier inventory? C'est le fichier de la carto des machines que vous voulez impacter par Ansible. Bon, on va attendre que le clignotement arrête de clignoter. C'est bon? Donc voilà, donc là, si on veut utiliser Ansible, c'est moi qui vois plus rien. C'est revenu. Bon, petit intermède, petite boisson. On switch. Alors, ça marche, ça marche. Ok. Donc je disais, la contrainte pour votre control node, c'est d'installer Ansible et de définir un fichier inventory. Alors le fichier inventory, c'est le fichier texte qui va juste définir l'ensemble des machines qui va être impacté par votre script Ansible. Ok, bon, je bouge pas. À noter, Ansible, c'est un outil qui marche sur différents OS. C'est bon? On remet l'ancien câble. Ok, hop. Pas de souci. Ok. Désolé pour ces petits problèmes techniques. C'est bon? Ok. Hop. Ok, je vais rester comme ça pour voir si ça marche. Yes. Donc du coup, je disais, vous allez donc définir sur votre contrôle node Ansible et un fichier qui décrit les machines. Donc là, en l'occurrence, si je prends mon exemple à moi, c'est sportif, hein. Est-ce que je change la résolution? Peut-être la résolution de... Non? Bon, j'avance. On avance? Allez, on va dire que ça va marcher. Donc voici un exemple de fichier inventory dans Ansible. Vous allez définir, alors c'est la syntaxe ini, mais c'est aussi possible de le définir en syntaxe YAML, ou JSON, je crois. Est-ce que ça marche? Ça saute moins sur la captation que sur la salle. Ok. Est-ce que je tente de changer la résolution?
fait une petite pause. Non. C'est pour que vous ayez bien le temps de comprendre comment marche Ansible, hein. Le temps qu'on résolve ces problèmes. Donc du coup, est-ce que vous utilisez Ansible déjà sur des projets ou pas? Oui. Ok. Voilà. Est-ce que vous utilisez Ansible pour votre propre machine? Parce que c'est un peu ça l'idée du talk. Je vais mettre tous les liens. C'est Learn Linux TV, je crois. Non, Learn TV Linux. Mais je vous montre les liens. J'ai les sources. Comment? On en parlera après. Ok, ok, ça marche. On tente de redémarrer. Ok, ok, ok. Moi, ça clignote. Un coup, c'est présent, un coup, ça disparaît. Là, c'est bon. Là, j'ai l'écran qui apparaît. Alors, pour ceux qui ont eu le temps de flasher le QR code, j'en ai pas parlé, mais il y a toutes les ressources dessus. Il y a tous les slides, hein. Vous pouvez comme ça suivre la presse sans que ça clignote. Est-ce que je débranche ou je laisse brancher? Ok, annulé, pas de son, pas de son. Bon, bah, c'est principal. Ok, allez, on est reparti. On espère que ça marche pour la suite. Donc, on se dit qu'en allant plus vite, ça va marcher mieux, mais non, ça va pas changer. Ok, donc Ansible, donc une machine sur laquelle vous avez installé Ansible et un fichier de cartographie des machines cibles. Je vais tenter de pas cloner, de montrer directement l'écran peut-être, non? Pas cloner. Aïe, aïe, aïe. Aïe, je peux tenter d'abord de brancher.
J'ai débranché. Hein, j'ai du VGA. J'ai un adaptateur VGA. Tu contentes l'adaptateur VGA? Ah, il passe à table. Rallonge VGA. Hop, merci. On va s'adapter hein, à la technique. Alors, est-ce que ça marche là? C'est un peu flou là, non? Est-ce que je tenterai pas une autre résolution? Ne tentons pas une autre résolution. Eh ben c'est pas si mal. Allez, je vous rappelle que le QR code vous permettra d'avoir les slides sur vos téléphones, vos PC. On retente? On est bon? Allez, on est parti. Donc, Ansible, bonjour. Contrôle Node, donc cette machine-là, c'est elle qui va devoir avoir Ansible installé et un fichier de cartographie qui va lister les machines cibles de votre installation Ansible. Ansible marche sur tous les OS. C'est bon pour la captation? Ok. Ansible marche pour tous les OS. Moi j'ai testé que sur Linux, mais sur Mac il n'y a aucun souci, et sous Windows aussi, a priori. Donc là j'ai pris cet exemple d'inventory, donc ce fichier de cartographie qui va lister les machines cibles. Donc là j'ai 3 machines d'identifier, donc j'ai mis ici node 1, 2, 3. Donc j'ai décidé d'avoir node 1, node 2, node 3, avec node 1 et 2 qui font partie d'une catégorie web server, et node 3 qui est dans une catégorie DB server. Donc on va pouvoir avec Ansible définir un ensemble d'installations via des tâches, et ces tâches on va les appliquer sur des machines, et on peut conditionner telle ou telle installation selon la catégorie. On se doute que sur web server on aura besoin d'installer tel type d'outil, et que sur DB server un autre type d'outil. Donc là c'est issu de la doc officielle Ansible que j'ai un peu customisé pour illustrer de différents cas de figure. Donc on parle de playbook, Ansible, playbook, avec une syntaxe YAML. L'outil c'est pour exécuter un playbook, c'est Ansible-playbook, et vous passez le playbook. Voici ce qu'est un playbook, donc c'est un fichier YAML où on va définir plusieurs opérations. Donc là la première c'est update web server. On va définir sur quelle catégorie de machine vous voulez l'exécuter, donc là sur les web servers. On peut définir différents paramétrages comme quel user va être utilisé sur la machine cible, et vous allez définir un ensemble de tâches. Donc là par exemple cette tâche là c'est de dire, donc elle a un nom, elle a un tag potentiellement, elle a ce qu'on appelle un module, donc c'est-à-dire ce qui va être exécuté pour remplir cette tâche. Donc là le module appelé c'est le module yum, qui fait partie d'une catégorie, on va dire d'un package déjà fourni par Ansible, donc de modules, donc ce qu'on appelle les modules built-in. Donc il y a toute une cartographie de modules disponibles. Hein. Donc là on se doute bien que ce module yum va pouvoir appeler la commande yum sur la machine cible pour installer
un paquet qui s'appelle HTTPD pour avoir un serveur web. Cette tâche-là, vous pouvez la conditionner. Par exemple, je ne veux l'exécuter que si Ansible a détecté que la machine cible était une machine de type CentOS, parce que Yum par défaut est dispo sur CentOS mais n'est pas dispo sur Ubuntu par exemple. Donc voilà un exemple de tâche. Je veux appeler une commande. Et donc je disais tout à l'heure, Ansible, c'est pas vraiment je décris ce que j'installe, c'est plutôt je décris l'état final de ce qui sera installé. Donc là, l'état final de ce qui est installé, sur l'ensemble des machines de la catégorie web server, si j'exécute ce playbook, il y avait deux machines, Node 1 et Node 2, et bien grâce à Yum, vous aurez le package HTTPD qui sera présent dans sa dernière version, latest. Il y a un autre tag par exemple, qui s'appelle present. Ça va juste vous garantir que le paquet HTTPD sera présent sur la machine cible, mais peut-être pas dans sa dernière version. Voilà. Là, vous définissez l'état final de ce que vous voulez sur votre machine. Un autre exemple de tâche avec la commande template, très intéressante, c'est pour pouvoir dire je possède quelque part sur un espace de stockage un template de fichier. Donc là, c'est ce qu'on appelle un fichier templété avec Jinja 2. Jinja 2, c'est un moteur de templating. Donc le fichier httpd.conf en fait est stocké sur un repo Git par exemple en version paramétrée, et vous pouvez comme ça, grâce à l'opération de template, générer le vrai fichier cible dans lequel par exemple vous allez changer des logins, des mots de passe, des choses qui seraient mis en variable d'environnement. Donc là on va dire que c'est un premier jeu d'exécution où il y a deux tâches sur la partie web server. Vous pouvez également faire des tâches sur l'autre catégorie de DB server, donc même mécanique. On a une tâche Yum qui va installer le paquet PostgreSQL en version latest, et va également appeler un module service qui s'assure que le service PostgreSQL est bien démarré. Voilà. Bon. C'est un petit exemple basique, mais qui permet de savoir que tout le monde est bien à jour par rapport à Ansible et un playbook Ansible. Donc déjà, rien que là, on se rend compte que je pourrais assez facilement transformer mon run.sh en playbook Ansible. J'avais avant un grand fichier sh qui contenait plein d'apt install par exemple sur mon Ubuntu. Je pourrais le transformer dans un grand fichier playbook YAML avec un ensemble de tâches. Finalement, ça sera juste plus long parce qu'il y a plus de choses à écrire en YAML que j'aurais eu à écrire en bash. Donc bon, en termes de lisibilité, c'est un de mes challenges. En fait, je n'y gagne pas. Donc il y a bien un autre intérêt à le faire différemment avec Ansible. Donc là, c'est juste pour rappeler ce que je viens de dire à l'instant. Donc une tâche, ça contient un module, c'est ce qui va être appelé pour exécuter la tâche. Une tâche peut avoir des tags. Une tâche peut être conditionnée, c'est-à-dire qu'elle peut être skippée si jamais la condition n'est pas remplie. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si jamais je suis sur une machine cible qui n'est pas un CentOS, cette tâche sera skippée. Et en fait, une tâche peut aussi peut être définie par exemple, dans un rôle. Plutôt que d'avoir un seul fichier playbook YAML qui contient 100 tâches, autant définir des regroupements de tâches. Et Ansible propose des rôles. Un rôle, c'est un set de tâches. Et donc, ce qu'on fait plutôt, c'est que le playbook appelle des rôles, et c'est le rôle qui, lui, va contenir les tâches. Et ces rôles, il existe un outil proposé par Ansible qui s'appelle Ansible Galaxy. Cet outil, il faut bien distinguer l'outil Ansible Galaxy et le hub public Ansible Galaxy. Moi au début c'était ça ma principale mécompréhension de cet outil. Ansible Galaxy, c'est un outil de gestion de rôle fourni par Ansible. Donc vous avez un role management proposé par cet outil Ansible Galaxy qui vient en même temps que vous installez Ansible. Et il existe également un portail, galaxyansible.com, qui est un hub de rôles déjà publiés. En fait, vous pouvez créer des rôles qui sont, je rappelle, un ensemble de tâches. Et ces rôles, vous pouvez les publier sur cette plateforme publique. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour la démo, je vais utiliser Ansible Galaxy, mais sans passer par de hub public, sans le hub public ansiblegalaxy.com. Donc je disais un rôle, c'est un ensemble de tâches. Donc pour que on ait tous bien en tête ce que c'est qu'un rôle, je vous ai remis la doc officielle d'Ansible qui réillustre les différents dossiers et fichiers qui constituent un rôle. Un rôle, il y a un dossier task, vu que c'est un ensemble de tâches, il faut bien définir ces tâches, dans lequel il y aura un fichier main.yaml. Alors vous pouvez mettre toutes vos tâches dedans à la suite, ou créer des fichiers, plusieurs fichiers, peut-être par outil par exemple, et votre main ne fait qu'inclure les différents fichiers dans ce dossier task. Ce qui est conseillé d'ailleurs, ne mettez pas trop de tâches dans le même fichier. Donc voilà, un rôle c'est des tâches, c'est défini ici.
Il y a également des handlers. Handlers, c'est des tâches que vous pouvez appeler en fait à travers une mécanique événementielle. Par exemple, vous avez installé un service, vous avez installé un outil et vous voulez, après l'avoir installé, déclencher d'autres effets de bord et vous pouvez les coder à travers des handlers. Les templates, c'est là où vous allez mettre des templates de fichiers cibles sur ce que vous voulez installer, sur la machine cible, avec le moteur de templating Jinja 2. File, c'est juste des fichiers qui sont dans votre rôle, qui vont être copiés tels quels dans votre machine cible. Et ensuite, vous avez vars et default, ce sont deux dossiers qui vous permettent de définir des variables d'environnement qui vont être utiles, par exemple, pour vos fichiers Jinja 2. Je rentre pas dans le détail des deux, vars ou default, hein, il y en a un qui prend le pas sur l'autre si les deux sont présents. Et un dossier méta, en fait, vu que le but de votre rôle, c'est potentiellement d'être publié sur un hub public, mais en fait, on va définir un ensemble de métadonnées qui vont qualifier votre rôle, donc qui l'a écrit, c'est quoi les conditions de ce rôle, qu'est-ce que ça fait, ainsi de suite. Donc ce main dans le méta, c'est toutes les métadonnées du rôle, dont une info essentielle que sont les dépendances d'un rôle vers d'autres rôles. Vous pouvez faire des dépendances entre rôles, c'est ça qui est intéressant, et on va voir pourquoi juste après. Donc ça y est, j'y viens. On a vu les fondamentaux d'Ansible pour ceux qui ne les connaissaient pas. Eh bien, le but de mon talk et de ce que j'ai fait ensuite dans le milieu professionnel, c'est ce laptop as code avec Ansible. L'idée clé, c'est de dire votre inventory qui cible des machines distantes, rien ne vous empêche que votre machine distante, ce soit votre machine locale. Donc il suffit de faire un fichier inventory avec cette IP-là, par exemple, et vous allez pouvoir profiter de tout ce qui est proposé par Ansible qui sera installé du coup sur votre machine. Par défaut, les connexions, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les connexions entre votre machine container, votre machine pilote Ansible et vos machines cibles, les connexions sont en SSH. Mais vous pouvez très bien, dès que c'est du local, définir non, ce sera une connexion locale, pas la peine d'avoir une clé SSH entre moi et moi. Donc voilà, vous pouvez spécifier une connexion locale pour pouvoir faire cet install laptop as code. Autre outil que j'ai utilisé et proposé en natif par Ansible, c'est la commande Ansible Pull. Parce que plutôt que d'appeler directement Ansible Playbook, où il vous faut sur votre machine le playbook, en fait, vous appelez Ansible Pull, le playbook, il n'est pas sur votre machine, il est sur GitHub ou GitLab, et vous pointez cette URL-là, en fait. Vous dites où se trouve l'URL qui contient le playbook, et vous lancez juste sur votre machine où il n'y a rien d'autre, vous tapez Ansible Pull, l'URL de votre repo qui contient le playbook, et ça va faire les deux opérations pour vous en masqué, le git clone ou le git pull de ce qu'il y a, faut le copier dans un répertoire local chez vous, et ensuite appeler la commande Ansible Playbook. Ça évite d'avoir un état de votre playbook en local qui ne serait pas celui de votre repo GitLab ou GitHub. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure où j'avais fait mon bash, voilà comment ça se présente. Donc à gauche j'ai toujours GitHub, si je prends l'exemple de GitHub. J'ai mon myenv qui maintenant ne contient plus de run.sh mais contient un playbook.yaml et des rôles, mais ça je vais y venir après. Donc il y a un playbook.yaml. J'ai aussi toujours mon repo mycompany.env qui contient des fichiers d'infra, par exemple pour votre artifact manager et pour vos outils de build dans les technos cités là. Et donc ce qu'on va faire avec la commande Ansible Pull, on va cloner ce myenv, toujours pareil, et on va récupérer le playbook qui va être exécuté, on va dire en masqué par la commande Ansible Playbook, qui lui-même va se baser sur, ok, mais sur quelle machine cible j'installe? Sur la machine 127.0.0.1, donc ma machine à moi. Donc il va installer tous les outils sur ma machine. Et en revanche, le coup des links que je faisais avec mon ancien scripting bash, je l'ai abandonné. J'ai préféré vraiment dire, vu que c'est Ansible Pull qui me clone dans un dossier temporaire tout ce playbook, je récupère en même temps, dans une des tâches, je fais un git clone, le repo mycompany.env, et il va être copié dans mon vrai home directory. Donc j'ai vraiment le .m2, .gradle, .sbt ou autre, qui va être récupéré à chaque fois que je réexécuterai ma commande Ansible Pull. Voilà. Là c'est un gros résumé de ce que j'ai fait sur ma machine, et que je vais vous démontrer juste après. C'est bon pour l'instant? Tout le monde suit? Donc c'est là les sources d'inspiration dont je parlais. Tout ce que je vous montre là sont inspirés de YouTube, Learn Linux TV. Donc d'abord, les 16 vidéos qui pour moi m'ont été essentielles pour comprendre Ansible et toute la tuyauterie Ansible qui est pas si triviale que ça. C'est un outil qui est assez... il y a plein de sujets à tiroir, ça mérite d'y passer pas mal de temps. Mais au moins en 16 vidéos, j'ai pu déjà, on va dire, être opérationnel pour travailler sur l'outil. Et il fait également une vidéo en plus, spécifique, toujours la même personne, pour ce concept de laptop ou desktop géré via Ansible.
Donc maintenant qu'on est tous experts en Ansible, je vais vous montrer réellement, step by step, tout ce que j'ai dû faire pour que ça fonctionne. Et après, il y aura une démo, normalement, si tout va bien. Donc, je vous ai dit, il y avait juste à faire Ansible Pool et c'est fini. En fait, c'est pas vrai. Il faut quand même installer Ansible. Parce que la démo va se dérouler. J'ai un Ubuntu, il n'y a rien dedans, si ce n'est Ubuntu. Et je veux pouvoir installer en utilisant Ansible. Donc, il faut d'abord bootstrapper, c'est-à-dire installer des prérequis. En fait, les prérequis, il y en a plusieurs. D'abord, je vous ai dit, une fois qu'Ansible est sur votre poste, vous pouvez faire une connexion locale. Oui, mais d'abord, il y a une connexion qui va avoir lieu entre votre machine et votre GitLab ou votre GitHub. Et là, idéalement, en SSH. Donc, il faut s'assurer que votre machine a bien Git, a bien SSH, a bien une clé SSH qui communique avec votre GitHub, et ensuite qu'on puisse installer Ansible. Et bien tout ça, je l'ai scripté avec un petit bootstrap qui permet de faciliter ces opérations un peu pénibles. Et on va également créer avec ce bootstrap l'inventory. Ce que j'ai pas dit, c'est que le fichier inventory, en plus d'avoir l'IP ou le nom de domaine de la machine cible, vous pouvez aussi y mettre des variables d'environnement. Et ça va être assez pratique, vous allez voir comment. Donc, si j'illustre ce bootstrap, donc là, le bootstrap, je l'ai hébergé sur une page GitHub Pages. Donc, c'est dispo sur un GitHub IO, donc, pour qu'il puisse être accessible sans avoir besoin d'authentification. Donc, c'est sur un repo public, sur un GitHub IO. Donc, je vais pouvoir faire un simple curl en disant que je vais faire curl sur l'URL où le bootstrap SH m'est dispo. Donc, je fais curl pour récupérer ce bootstrap et je paille avec un bash pour l'exécuter. Et du coup, c'est ce SH qui va s'exécuter sur ma machine locale, et à savoir installer Git, configurer SSH, installer Ansible, créer l'inventory avec mon IP local, plus y mettre quelques variables d'environnement, parce qu'en fait, le Bootstrap va poser quelques questions intéressantes pour pouvoir un peu tuner ce qui va être exécuté sur le playbook Ansible. Et une fois que tout ça est fait, je pourrai en étape 2 effectivement appeler l'Ansible playbook à travers un Ansible pool. C'est assez riche, assez complexe, donc j'ai commencé d'abord par faire un simple playbook sans rôle. Avant de complexifier, on commence simple. J'ai défini un playbook qui contenait en fait des rôles internes, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des rôles externes qui étaient gérés avec leur propre cycle de vie. J'avais un simple playbook YAML qui appelait des rôles, mais tout dans le même repo. Si j'étais là, hop, pardon. Mon playbook contenait des rôles, mais ils étaient inclus, on va dire, dans le même repo. Et le fait d'avoir un playbook mais qui n'a pas de rôle externe, c'est simple à créer, mais c'est dur à customiser. Parce que comme tout à l'heure, lorsque je vous parlais de mon RunSH où j'avais plein d'outils à installer, si je veux le forker, ce projet, il va falloir que je commande des choses. Ben là pareil, ma première version du playbook où il y avait tout dans le même paquet, les gens clonaient ce projet en Ansible pour faire la même chose, mais il fallait commenter certains rôles, certaines tâches. Celle-là je la veux, celle-là je la veux pas. Et le but de faire un playbook sans rôle externe, ça rend difficile la customisation. Donc, assez vite, j'ai changé mon playbook pour avoir des rôles externes. C'est-à-dire que le playbook va dire, OK, installe-moi des trucs, des rôles, qui vont dépendre d'autres rôles. Et chaque rôle va un peu cartographier le besoin. Je vais avoir un rôle, par exemple, je suis dev front, j'ai un rôle dev front. Je suis dev back, j'ai un rôle dev back. Je fais de la data, j'ai peut-être un rôle spécifié data. Et c'est ces rôles-là que je vais vouloir picorer comme ça selon le besoin et un peu les agréger. Et on va voir comment ça se passe. Et donc forcément, dès lors qu'on ajoute des briques externes, il faut savoir quelle est la stratégie pour les lier, ces rôles externes, comment installer les uns par rapport aux autres, en gardant un objectif d'avoir toujours un playbook unique. Je voulais pas avoir des tonnes de playbooks différents, sinon je ne pouvais plus garantir comment s'exécuter l'enchaînement des tâches. Donc, j'ai imaginé un rôle Ansible générique par user. Moi, je m'ai dit, j'ai un rôle Ansible qui me caractérise et c'est ce rôle-là qui va dépendre d'autres rôles qui caractérisent mon profil. Je suis dev data, donc mon rôle Mehdi, en plus d'avoir des choses propres à moi, va également dépendre d'autres rôles. On va voir comment avec d'autres schémas. Et je reviens au Bootstrap. Le Bootstrap qu'on va exécuter va vous poser quelques questions, à savoir quel est votre rôle à vous. Vu que c'est le même Bootstrap pour tout le monde, il faut savoir, ok, au démarrage de ce Bootstrap, je vais dire quel rôle je suis, pour pouvoir ensuite pointer vers l'ensemble des bonnes tâches qui vont m'être nécessaires.
Il faut savoir qu'un playbook, lorsqu'il définit une dépendance à un rôle, il définit par rapport à un nom de rôle. C'est-à-dire que si j'ai un playbook avec un rôle user, c'est le rôle user, mon rôle user qui va être installé sur ma machine, ça sera peut-être pas celui d'un autre collègue. On va dire que le playbook et l'appel du rôle, c'est le même pour tous, mais l'instance du rôle sera différente selon les personnes. Et là, je perds du monde, je le sais, je le vois. À savoir que les rôles qui vont être exécutés à travers mon playbook vont être installés localement à travers la commande Ansible Galaxy. Parce qu'il faut voir que maintenant, j'ai un repo pour le playbook et des repos pour les rôles. Donc je vais d'abord devoir installer les rôles sur ma machine pour ensuite appeler le playbook. Et là, normalement, si j'ai bien calculé ma présentation, vous êtes perdu. Parce que j'ai dit plein de trucs, c'est compliqué à voir exactement de quoi ça parle. Hein. Et je le savais en préparant que ce slide-là était très compliqué et que j'allais perdre tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit, faisons un exemple simple, parce que c'est pas trivial. Donc on va faire un exemple simple avec 3 personnages. Donc j'ai imaginé 3 personnages, donc Alice et Bob, c'est un classique de la crypto, et puis j'ai rajouté Carole. Et puis je me suis dit, bah très bien, ok, très simple. On parle de playbook, de rôle externe, de dépendance, trop compliqué. Moi j'ai 3 personnes, j'ai un dev back, j'ai Bob qui est employé, on ne sait pas ce qu'il fait, et on a une dev qui est full stack. Ok. Voilà mon besoin et voilà une illustration des mots depuis le début là. L'étape 1, j'ai un bootstrap. Oui, il m'a souri, hein, ouais. Okay. L'étape 1, pardon, j'ai un bootstrap. Un bootstrap, je rappelle, le but c'est d'installer le prérequis pour pouvoir faire du Ansible. Ok, ça on a vu qu'on pouvait l'exécuter facilement sans avoir rien sur la machine. Ça va installer Ansible, l'inventory et tout ce qui va bien, Git, SSH. Et ensuite, l'idée c'est d'avoir un rôle unique, un repo unique qui va contenir le rôle d'un user, qui caractérise un user. Donc j'ai un rôle que j'ai appelé user. Très bien. Le playbook, c'est un playbook unique, un repo Git, playbook, qui va se contenter d'appeler dans son YAML le rôle user. Okay, tout le monde a appelé le même playbook qui appellera le même rôle qui s'appelle user. Sauf que préalablement, ce rôle va être installé différemment si je suis Alice, Bob ou Carole. Carole va installer on va dire une version de user qui s'appellera user, mais qui va contenir les tâches pour Alice les tâches d'Alice, pour Carole les tâches de Carole et pour Bob les tâches de Bob. Et dans un rôle, en plus de pouvoir définir des tâches, on peut définir dans son méta des dépendances à d'autres rôles. Et bien c'est exactement ce que je vous propose de faire. Dans le méta YAML, enfin le méta main YAML de Alice, on va définir une dépendance à un autre rôle que j'ai appelé devback. Dans la dépendance méta du rôle de Carole, on va définir 2 dépendances, un devback et un devfront parce que Carole est full stack. Et Bob, bah, on va définir lui une dépendance à un autre rôle qu'on appelle base, où on va installer peut-être que des choses basiques nécessaires à tous. Et ce même rôle devback lui-même peut avoir d'autres dépendances vers d'autres choses. Par exemple, devback, en plus dedans d'avoir des tâches d'installation, on peut dépendre d'autres rôles, comme par exemple SDK, qui va installer des outils. Et devfront peut également dépendre d'autres dépendances. Bon, là, en l'occurrence, j'ai fait en sorte que tous les rôles dépendaient de base. C'est-à-dire que je sais que si on exécute le playbook, quel que soit le user, Alice, Bob ou Carole, ils auront tous la base. En revanche, il n'y a que Alice et Carole qui vont avoir devback et SDK. Il n'y a que Carole qui aura devfront. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé plusieurs repos. Ça se complexifie évidemment, mais on a une capacité comme ça, avec une exécution unique d'un playbook commun à tous, d'installer des outils qui vont être ensuite différents selon les profils des personnes. Et c'est ce que je vous propose de démontrer, si vous êtes d'accord. Pour vous montrer que ce n'est pas du flan. Donc là, je me suis préparé un petit VirtualBox. Alors, je vais démarrer cette machine. Et donc là, c'est une machine Ubuntu que j'ai installée fraîchement il y a quelques jours. Alors j'ai juste préparé le travail en créant trois utilisateurs pour mes 3 profils. Hein. Alice, Bob et Carole. Donc je vais commencer par Alice. Ah, si je ne me trompe pas de mot de passe. Ok. Donc là c'est un Ubuntu from scratch, installé. Alors j'ai un peu triché, j'ai installé curl parce qu'il n'y avait pas curl par défaut dans Ubuntu, c'est un peu embêtant. Donc là j'ai juste installé curl qui n'était pas présent par défaut, hein, vous me pardonnerez.
J'ai par exemple, j'ai pas Java. Attends, je vais peut-être zoomer un peu. J'ai pas Java, j'ai pas Git, j'ai SSH par défaut, mais j'ai pas de clé de connexion. Si je fais un ls.ssh, même un ll, voilà, j'ai rien, j'ai pas de clé, ok. Je suis sur un environnement vraiment nu. Et donc l'idée, hop là, je vais amorcer l'étape 1 qui est le bootstrap. Le bootstrap pour pouvoir préparer l'installation des prérequis pour pouvoir faire du Ansible. Donc là, hop, je vais ici. Donc je vais aller sur mon repo laptop as code. Et en fait, j'ai créé plusieurs repos. Donc laptop as code, c'est pour les slides, ce que je vous montre la présentation. Et j'ai écrit, chaque rôle va posséder un projet dédié. Donc il y a le rôle user et tout ce que je vous ai montré dans le petit schéma. Ce qui m'intéresse, c'est le playbook. Parce que j'ai un playbook qui doit être commun pour tous, qui rappelle comment faire pour que ça marche. Donc là, il vous rappelle les prérequis. Hein. Il faut que vous ayez Python. Ouais, ça marche. Il faut que vous ayez Python, il faut que vous ayez installé curl. Et voilà la commande pour démarrer le bootstrap. Donc je vais faire ça. Je vais me connecter. Hop là, pardon, c'est pas ici, c'est là. Je vais exécuter cette commande-là, à savoir récupérer le bootstrap SH qui est hosté sur github.io. Et je le paille pour exécuter avec la commande bash. Donc là, il me demande mon mot de passe parce que dans la commande bash bootstrap SH, il y a du sudo. Donc comme il y a du sudo, je tape le mot de passe root. Donc là, il va commencer par faire quoi? Il va commencer par juste faire un apt update, apt upgrade. Et il va installer le prérequis pour pouvoir commencer à faire une connexion à mon GitHub. Donc par exemple, il va me générer une clé SSH. Voilà, ok, il me dit je génère une clé SSH. Il me demande de... Oui, en fait, c'est un peu trop gros ça. Hop, voilà. Il me demande de taper une passphrase pour ma clé SSH qui va me générer. Donc je vais générer une passphrase. Très bien, je me suis trompé. Ok. Donc là, j'ai généré une clé SSH. Donc, hop, une opération très intéressante. Voilà, donc là, voici ma clé SSH, celle d'Alice. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur mon GitHub pour que je puisse me connecter à mon repo en SSH. Alors, j'aurais pu cloner tous les repos, enfin faire une dépendance en full HTTP, mais bon. En l'occurrence, les repos full public sont pas forcément ceux qui sont utilisés pour ce type de configuration. Donc j'ai préféré faire une configuration full SSH. Donc du coup, ici, il faut que j'aille ici, là. Voilà. Donc j'avais déjà préparé la démo préalablement. J'ai créé une nouvelle clé que je vais appeler démo Alice. Ok. Donc là, je viens d'ajouter une nouvelle clé SSH. Comme ça, je vais pouvoir interagir entre mon poste de ma VM et GitHub. Hop, pardon. Et donc là, en fait, ce que dit le texte de Bootstrap, c'est une fois que tu as ajouté ta clé SSH, relance de nouveau ta commande. Parce que le script, en fait, il se fait en deux temps. L'étape 1, c'est vu qu'il n'y a pas SSH, il fait le prérequis pour faire du SSH. Et maintenant qu'il y a une clé SSH, hop, le Bootstrap continue son travail en disant maintenant, je vais pouvoir continuer la suite en clonant ce qu'il faut. Donc là, il me demande juste de retaper la passphrase pour voir si je ne me suis pas trompé. Et là, il va pouvoir commencer à installer ce qu'il faut. Donc à savoir, installer Ansible. Donc, ça va prendre environ une demi-heure. Non, je blague. Ça dépend du débit, mais là, ça semble être pas si mauvais. Donc là, j'installe Ansible. Python était déjà dispo, de toute façon. Ok. Donc pendant qu'il installe Ansible, je vous montre ici, hop. J'ai cloné tous les repos concernés par la démo. Donc là, on va tout à l'heure exécuter le playbook Ansible. Donc je vous montre comment marche le playbook Ansible. Hein, hop. Alors, cette tâche-là, je la montrerai après. Hop, voilà. En fait, le playbook Ansible, il va juste dire le host, je m'en fiche parce que c'est que j'ai mis all pour dire qu'on se fiche de savoir quelles sont les catégories des machines cibles. Il n'y en aura qu'une seule, c'est votre localhost. Et la connexion n'est pas en SSH une fois qu'on va vouloir exécuter le playbook. Ça sera une connexion locale.
et on ne fait qu'exécuter qu'un seul rôle. Le rôle, c'est votre votre laptop as code -role-user. Donc tout le monde va exécuter le même playbook et va appeler le même rôle qui a le même nom, sauf que ils vont être derrière, ce sont des instances différentes installées sur votre machine. Ok. Donc le Bootstrap, en plus d'avoir installé les prérequis d'Ansible, d'avoir installé Ansible, va maintenant vous poser quelques questions pour pouvoir tuner un petit peu l'exécution du playbook. Par exemple, votre nom, bah, très bien, ça sera Alice. Votre nom de famille, par exemple, ça. Là où, parce qu'en fait, le playbook va faire des guides clones de quelques repos, comme par exemple le My Company Env là, qui contenait les points M2, il va les cloner quelque part et vous voulez peut-être les conserver, donc il va vous proposer l'endroit où le cloner. Moi j'ai mis github.io, donc sur votre home directory, il y a un dossier github.io qui va être créé. Il vous demande est-ce que vous avez besoin d'une licence IntelliJ Ultimate Non. Alors ça c'est vraiment un bootstrap que j'ai copié de ce qu'on a fait chez Electra parce que on peut vouloir utiliser l'IntelliJ en version Ultimate ou en version communautaire. Bref, on pouvait tuner comme ça l'outil qui va t'installer derrière. Et là, la question essentielle, c'est celle-là, c'est quel est l'URL de votre rôle? Bah, l'URL de mon rôle, je l'ai mis dans ce repo-là, code role user. Et ce que j'ai fait, c'est que sur ce rôle-là, hop, si je me remets sur les différents projets que j'ai clonés, sur ce rôle-là, en fait, hop, je vais m'y positionner, j'ai fait différentes branches. Alors soit c'est différents repo Git, un repo Git qui est forqué par personne, soit pour la démo j'ai fait simple, j'ai fait une branche par user. Role user, donc là je suis sur la branche Carole. Voilà, en fait j'ai plusieurs branches, j'ai main qui est la branche de base où il n'y a rien de spécifié, Carole, Bob et Alice où j'ai juste fait mes modifications. En fait, là, peu importe comment c'est stocké dans Git, ce qui compte, c'est une fois que ce sera installé sur votre... On va dire, il y a une sorte de dossier de tous les rôles sur votre machine. Le nom, ce qui importe, c'est le nom de ce rôle. Le nom doit être le même pour pouvoir être appelé dans le playbook par son nom. Parce que le playbook, si je remonte le playbook, lui, il exécute un rôle qui s'appelle comme ça. Derrière, ça peut être n'importe quel repo Git, peu importe, mais le nom de ce rôle doit être comme ça. Je vous montrerai dans les dépendances. Finissons l'installation du Bootstrap. Hop, pardon. Voilà. Donc, le rôle, c'est la branche, en fait, pardon, la version du rôle, c'est la branche de mon repo, donc c'est la branche Alice pour Alice. Voilà. Et là, il fait un petit test Ansible pour voir si Ansible a bien été installé. Ok. Et là, c'est là où en fait on installe les rôles. On installe les rôles, et le rôle, en fait, il va dire, ok, bah, je vais t'installer ton rôle qui s'appelle laptop as code role user. Sauf que il va du coup récupérer la branche qui correspond à Alice. Et dans la branche qui correspond à Alice, il y a des dépendances. Et je vais vous les montrer. Hop. Donc vous vous rappelez un rôle, c'est... là je suis sur Carole, pardon, je vais switcher de branche. C'est Alice, j'ai dit. Ok. Il y a un dossier méta dans un rôle, et c'est là où vous définissez la cartographie. Peut-être un peu gros, là, je vais peut-être dézoomer. Ok. Je vais fermer ça. Donc voici, on va dire, la métadonnée d'un rôle. Donc là, je passe, c'est tout ce qui est information contextuelle. Et vous allez surtout définir une liste de dépendances. Donc là, je suis sur la branche Alice. La branche Alice dépend d'un rôle qui est le rôle devback, comme ce que je vous montrais dans le schéma. Hop, si je remonte la presse. Voilà. Alice, le rôle d'Alice dépend du rôle devback. Hop là. Donc le rôle devback, il est là, il est sur une branche de main, et le rôle s'appelle devback. Et si je change de branche, si je me mets par exemple sur Bob, hop, voilà, Bob lui dépend du rôle base. Effectivement, Bob dépendait du rôle base. Hop là. Donc je retourne sur la suite de mon installation. Donc là, il a installé le rôle d'Alice. Il a détecté que Alice dépendait du rôle devback. Donc il va potentiellement le devback lui-même dépend du rôle SDK et du rôle base. Donc il va installer la hiérarchie des rôles dont a besoin le rôle d'Alice. Ok, donc là, on résume. On a installé Ansible, on a installé les rôles dont on dépendait. On va enfin pouvoir exécuter Ansible. Alors je vous rassure, c'est à faire qu'une fois ça, normalement. C'est pour bootstrapper votre machine. Donc, on est parti. Zoomer un peu pour qu'on puisse voir un peu ce
ce qui se passe. Je vais donc exécuter la commande Ansible Pool, hein, où on définit l'URL de mon playbook, qui est le playbook unique, quel que soit le profil. Hop. Ansible Pool, hein, qui, je vous rappelle, va appeler d'abord un git clone, puis ensuite un Ansible Playbook. Donc là, il me demande la passphrase, vu que c'est la première fois qu'il utilise la clé dans ce terminal. Hop. OK. Alors le "-k", donc le "-U", c'est pour définir l'URL git d'où se trouve votre playbook Ansible. Le "-k", c'est pour dire est-ce que tu as besoin de passer en sudo dès que tu exécutes tes tâches. En l'occurrence, oui, pour plein d'installations, j'ai besoin d'être en sudo. Donc en fait, il me demande de taper une seule fois le mot de passe sudo. Il sera conservé pour l'ensemble des tâches qui ont besoin du mode super utilisateur. Voilà. Et donc c'est parti. Donc là, Ansible, voilà comment ça se présente. Ansible va exécuter le playbook. Le playbook, on a vu que ça appelait un rôle. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est en plus du rôle principal user, j'ai fait une petite tâche au début, une petite tâche à la fin qui affiche les réponses aux questions précédentes. Et plus, il va faire aussi un apt update. Voilà, il fait 2-3 trucs en amont. Et ça, peu importe. Ce qui va surtout être important, c'est de voir qu'il va appeler le rôle. Et le rôle contient des tâches qui contiennent potentiellement d'autres. Le rôle peut contenir d'autres rôles. Donc en fait, comment va fonctionner l'algorithme qui détermine qu'est-ce qu'il faut exécuter? Là, je vais remontrer le petit schéma. Donc, je suis en train d'exécuter ce playbook, donc, qui va détecter le rôle d'Alice. Et en fait, d'abord, il va résoudre l'ensemble des dépendances des rôles. Donc, le playbook dépend du rôle d'Alice, qui dépend du rôle d'FBack, qui dépend d'SDK et de base. Donc, il va scruter l'ensemble en profondeur de l'ensemble des tâches que contiennent tous ces rôles. Et ensuite, une fois qu'il a listé et remis à plat, il va les exécuter les uns après les autres. On est reparti. Et c'est un peu long. Alors, il faut voir que l'affichage lorsqu'on fait Ansible Pool est parfois un peu décorrélé par rapport à ce qui se passe réellement. Donc là, quand je vois dans le terminal ce qui apparaît, c'est que des choses sont déjà passées en fond. En fait, il y a un petit lag entre ce qui est affiché à la console et ce qui est réellement exécuté. Alors, comment ça marche avec Ansible, pour ceux qui n'ont jamais fait? Donc, on va lister l'ensemble des tâches. C'est aussi à vous de nommer vos tâches, on va dire, de la bonne manière afin que ce soit lisible, de savoir d'où vient la tâche, est-ce qu'elle vient d'un rôle ou d'un autre rôle. Donc ces premières tâches sont des tâches que j'ai mis au début juste pour faire un apt update pour être sûr d'être bien à jour des dépendances. Voilà, et ensuite on voit quel rôle contient la tâche. Donc là c'est le rôle base qui va être exécuté, parce qu'en fait effectivement il résout l'ensemble des dépendances. Il va d'abord exécuter les tâches des dépendances avant d'exécuter les tâches de plus haut niveau. Donc d'abord il va dérouler l'ensemble des tâches bases. Et donc quand il y a marqué changed, c'est qu'il a détecté qu'il fallait faire quelque chose. Si en revanche c'est écrit OK, c'est qu'il a détecté qu'il n'y avait rien à faire. Parce que je vous rappelle qu'Ansible, on ne définit pas une opération d'installation, on définit un état final. Donc change, c'est qu'il a détecté que l'état final a changé avant et après. OK, c'est qu'il a détecté que l'état était le même après. Il peut y avoir skipping. Skipping, c'est quand il a détecté que la tâche n'avait pas besoin d'être exécutée pour notre playbook. Effectivement, j'ai utilisé l'outil hyper essentiel TheFuck, que tout le monde doit connaître. C'est l'outil qui permet de corriger une mauvaise commande. Vous faites une typo dans votre commande, vous tapez fuck et il vous repropose la correction de votre précédente commande. Et je l'ai installé selon deux versions différentes, en Ubuntu 22 ou en Ubuntu 20. C'est pas la même procédure d'install, parce qu'en Ubuntu 22, c'est dans les paquets apt natifs et c'est pas le cas en Ubuntu 20. Donc j'ai deux tâches différentes selon l'OS et je peux, comme on l'a vu tout à l'heure avec le when, faire des conditions pour les installations. Donc il déroule l'ensemble des opérations du rôle base, puis il déroule l'ensemble des opérations du rôle SDK. Et ensuite il finira, il y a un peu de temps. Après avoir fait d'abord base, puis SDK, il va remonter à DevBack, puis il finira par le rôle de user d'Alice. Pendant qu'il fait ça, je peux peut-être vous montrer un petit peu comment sont structurés chacun des rôles. Donc là, j'ai déjà commencé à vous montrer les dépendances. Je peux vraiment vous montrer le rôle base. Alors le rôle base, il est là. Donc je vous ai dit, un rôle, c'est un ensemble de tâches. Donc dans Task, vous allez trouver un main YAML qui va contenir les tâches à installer.
Donc là, j'applique ce que je vous ai conseillé, c'est-à-dire ne mettez pas vos tâches directement là, préférez les séparer dans différents dossiers pour pouvoir, ce que j'ai fait moi, c'est simplement un outil, un fichier YAML. Par exemple, tout ce qui était propre pour fixer SSH, c'est un YAML. Pour tout ce qui est dans le bash, un YAML. Installer Git, un autre YAML. Et pareil pour TheFuck. Pendant le cas de TheFuck, vu qu'on en a parlé juste à l'instant, donc voilà comment se passe l'exécution, enfin la définition pardon d'une tâche. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. De l'outil TheFuck. Ça, je vais fermer ça. Donc souvent, quand vous allez voir sur le net installer un outil via apt, il y a parfois mettez à jour tel repo, mettez à jour telle votre source apt, faites un apt update, faites un apt install. Bon, tout ça, ça se définit différemment avec Ansible. Donc une tâche, c'est un nom. Je vous conseille de mettre des tags sur vos tâches parce que vous allez comme ça pouvoir n'exécuter que certaines tâches par tag. Par exemple, vous voulez réexécuter que TheFuck, vous pouvez dire Ansible pool et vous rajoutez un -t et le tag qui vous concerne. Donc c'est un moyen de regrouper des tâches par ces tags-là. Donc c'est fortement conseillé de mettre des tags. Become true, c'est quand la tâche a besoin d'être en mode sudo. Si c'est un sudo quelque chose, donc mettez become true. Sinon, ne le mettez pas. Vous serez dans le user qui est utilisé qui a exécuté la commande Ansible pool. En l'occurrence, moi, Ansible pool, je l'ai exécuté sans être sudo. Donc par défaut, je ne suis pas sudo. Et quand je fais become true, je deviens sudo. Donc là, j'appelle le module apt. Tout à l'heure, on a vu dans la doc pour Yum, c'était Ansible built-in Yum. Le préfixe Ansible built-in est facultatif. Vous pouvez ne pas le mettre. Mais il vous conseille de le mettre. Bon, moi, je ne l'ai pas mis. Parce que c'est dans le cas où vous feriez vos propres modules. Vous pouvez faire vos propres modules en Ansible. C'est codé en Python. Bon, moi je l'ai pas fait, donc je reste sur du standard. Donc j'ai pas mis le préfixe Ansible built-in apt. Voilà. Donc vous définissez le nom de votre apt installé, l'état. Là j'ai marqué présente, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre latest. Donc là cette tâche-là sera vue comme étant OK si TheFuck est déjà installé. Si par exemple TheFuck a une nouvelle version de dispo et que j'exécute cette tâche-là, il va dire OK, rien n'a changé parce qu'il est déjà présent. En revanche, si j'avais mis latest, il me l'aurait réinstallé avec la dernière version. Et update cache à yes, c'est pour dire qu'avant de faire ça, commence par refaire un apt update au cas où ton apt list n'est pas à jour. Là, il ne vérifie pas que c'est 22.04. En revanche, pardon, c'est le when en fait. Dans le when ici, j'ai dit toute cette tâche-là, en fait, elle est conditionnée au fait que je sois sur un Ubuntu, ce qui est mon cas, et que je sois sur la version 22.04 d'Ubuntu. Et j'ai le pendant en dessous, j'étais en 20.04. Voilà, c'est un moyen de pouvoir comme ça conditionner. Je le fais pas, skipper, pas skipper, selon certaines conditions. Ça, ce sont des variables disponibles directement grâce à Ansible. Pendant que je parle, est-ce qu'il a fini d'installer? Là, il est en train de finir SDK. Non, il a fini rôle SDK. Il est en train de faire devback. Bon, la répète, ça veut dire environ 10 minutes pour Alice. L'install complète du poste depuis l'Ubuntu tout bien configuré. C'est environ une dizaine de minutes pour installer le poste d'Alice, où il y avait quelques outils installés néanmoins. Et bon, ça dépend aussi du débit internet, parce que là, j'ai rien en local. Il va taper toutes les installs sur le net. Je vous montre juste rapidement un autre exemple de tâche. Par exemple, cette tâche file, plutôt celle-là. Line in file, c'est pas mal ça. Line in file, c'est un autre module proposé dans les tâches Ansible qui vous permet d'ajouter une ligne dans un fichier. Vous pouvez ajouter une ligne dans un fichier, vous pouvez ajouter un bloc de ligne dans un fichier, vous pouvez l'ajouter à un endroit donné, dès qu'il détecte un pattern dans un fichier, juste en dessous, juste avant. En fait, vous avez vraiment une panoplie de possibilités pour venir modifier des fichiers présents. Là, en l'occurrence, ce que faisait cette tâche-là, c'était de venir compléter votre fichier bash.rc avec un alias pour que vous ne tapiez pas TheFuck, mais que vous puissiez taper que fuck. Donc cet alias-là est ajouté dans votre bash.rc par cette commande-là. Et il ne le fait évidemment que si ce n'est pas déjà fait. C'est là où c'est intéressant de le faire via ces modules proposés en natif par Ansible que de vous-même vous le codez. C'est qu'il a déjà prévu le côté idempotent. De le relancer 2 fois, 3 fois, 100 fois, il ne le sera refait que si c'est nécessaire. Alors que si j'avais dû le coder en bash, j'aurais dû détecter moi-même que la ligne n'est pas déjà présente. Alors, est-ce que c'est fini? Non, parce que c'est un peu long. Ok, bon, on va laisser terminer son truc. C'est pas grave, pendant ce temps-là, je vous montre d'autres exemples de tâches. Hop. Par exemple, voilà, un truc qu'on voit souvent. Là, j'installe Git, mais j'installe Git à partir. Hop.
d'une ressource où il faut modifier la partie apt. Donc souvent, quand vous voyez sur le net, bah, pour installer votre Git, faites d'abord apt repository, apt add repository, une clé, ainsi de suite. Bon. Toutes ces opérations-là sont disponibles avec des modules proposés nativement. Donc là, il y a API Key pour ajouter une clé, apt repository pour ajouter dans votre source apt bah, l'URL qui va bien pour avoir le PPA Git core. Donc en gros, vous enrichissez votre arbre apt avec d'autres sources de binaires. Voilà. Donc tout est, on va dire, tout ce qui est fourni en line bash, vous pouvez le traduire dans une syntaxe Ansible. Bon, faut forcément s'y faire. Euh, Par exemple ici je devais mettre dans l'architecture. Ici c'est votre architecture à vous, donc AMD 64 ou ARM 64. Mais plutôt que de le mettre en dur, vous pouvez aussi interagir en appelant des commandes. Donc là il y a une tâche préliminaire, celle-là, qui va détecter votre architecture à travers la commande. Là vous pouvez directement appeler shell. Donc vous pouvez comme ça exécuter une commande shell classique. Donc j'appelle cette commande dpkg qui m'affiche mon architecture, donc à savoir AMD 64 pour moi, mais ça peut être ARM sur un processeur M1 Mac. Et vous pouvez enregistrer la réponse de cette commande bash dans une variable qui s'appelle architecture, que vous pouvez ensuite utiliser pour d'autres usages plus bas, quoi. Et après vous appelez votre commande apt avec voilà. C'est assez lisible. Autre intérêt d'avoir ça plutôt que du scripting bash, c'est que c'est auditable. Vous pouvez sous Git le montrer, le partager, discuter dessus. C'est beaucoup plus simple de discuter sur un YAML que sur un bash. Ok, bon, il décide de ne pas terminer facilement. Bon, c'est pas grave, on va laisser terminer son installation. Et hop. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Oui. Mhm. C'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore réalisé toute cette indus sur la partie Mac, mais effectivement, là, en fait, si je donne un peu un feedback de ce qu'on a fait chez Electra, le feedback était assez bon. On a réussi à, du coup, on va dire, à forker. Avant on forquait les fichiers principaux, enfin les fichiers run et sh là. Maintenant, on forque plus ça. En fait, chacun crée son propre role user. Il y a le role user Mehdi, le role user Monsieur X ou Madame Y. Et du coup, pour l'instant, c'est que des Linuxiens Ubuntu qui sont concernés et qui ont pris le jeu d'utiliser ce type d'outillage. Mais les users Mac qu'on a chez nous sont aussi intéressés. Et effectivement, se posera la question de est-ce que chacune des tâches va être doublonnée, if Mac, if Linux, ou est-ce qu'on crée des rôles dédiés pour Mac ou pour Linux? Les deux sont possibles, on n'a pas tranché. Et il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des commandes, des modules de tâches qui peuvent parfois être compatibles pour les deux. Par exemple, si je reprends Git, là j'ai appelé directement la commande apt. Dans le slide, j'avais appelé la commande yum. Donc si sur un CentOS c'est yum, sur un Ubuntu c'est apt, mais il y a un autre qui s'appelle package, qui est proposé aussi en natif comment dire, par Ansible. Et si j'avais marqué ici package, ça aurait marché à la fois sur apt et sur yum. En fait, la commande package nativement, Ansible sait que si c'est sur du CentOS, il va appeler yum, et si c'est sur du Ubuntu, il va appeler du apt. Et je me demande même si c'est sur du Mac, il va pas savoir appeler brew ou je sais pas quel autre outil nécessaire. Donc peut-être même que des modules sont déjà aptes à pouvoir gérer le multi-version d'OS ou multi-OS. Donc c'est une des réponses possibles pour essayer de minimiser les surcharges de duplication de certains rôles à installer. On peut faire des tâches custom effectivement. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez pas pour les questions. Ouais. Alors, si on prend juste l'exemple d'install de Java, c'est que moi dans Linux j'utilise SDKman. SDKman qui permet d'installer, d'ailleurs je vais vous montrer le rôle d'SDKman, qui permet d'installer plusieurs versions de SDK, pardon. Hop. Donc là, en fait, ce que fait ce rôle SDK, il installe globalement SDKman. Il fait aussi la récupération du Git project dont je vous parlais tout à l'heure, le My Company Env que j'ai ici appelé
laptop passcode env qui va juste contenir vos fichiers de configuration qui vont bien. Hop, annuler. Et donc j'utilise juste SDKman et SDKman, lorsque vous l'exécutez, il vous dit voilà, vous donnez là où les versions que vous voulez installer. Vous pouvez installer Java 11, Java 17, Java 21. Et ensuite vous spécifiez juste un SDK use, vous pouvez comme ça switcher rapidement. Donc pour répondre à la question, rien ne vous empêche d'installer plusieurs Java et vous pouvez le faire. Alors juste je vous montre comment j'ai fait SDKman justement, c'est intéressant ça. SDKman, en fait, je me suis reposé sur des rôles, sur les variables d'environnement dans default. En fait, ce que j'ai défini, c'est ça. Voilà. J'ai défini un fichier. Hop, pardon. Un fichier dans default main. Alors pour rappel, vars et default, ce sont des endroits où on définit des variables d'environnement. Donc là, j'ai défini un rôle SDK dans lequel on va retrouver donc une variable qui s'appelle SDKman, qui contient, on va dire, un tableau de plusieurs clés valeurs, name et version. Donc là, j'ai défini, je veux Java en version 17.07, Kotlin en version 1.8.20, ainsi de suite. Donc j'ai défini, mais rien ne m'empêche, j'aurais très bien pu mettre une autre Java avec une autre version. J'aurais pu mettre un autre item Java et 11 par exemple. Et en fait, comment marche la tâche? La tâche, en plus d'installer SDKman, hop. Donc, en plus d'installer SDKman, donc à travers l'outil proposé pour installer SDKman, je passe le détail, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est cette tâche-là qui est intéressante. Hop, pardon. Cette tâche-là qui est intéressante. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Cette tâche-là va lister, en fait, va lire la variable d'environnement qui s'appelle SDKman, hein, qui est définie là. Pardon, j'ai tout fermé, c'est pas ça. J'ai une souris, mais je l'utilise pas, c'est dommage. Donc voilà, j'ai une variable qui contient un tableau, et bien du coup, il me suffit de dire, je peux, si je souhaite, itérer sur ce tableau-là. Donc itère sur l'ensemble des éléments de SDKman, et tu vas exécuter cette commande-là à chaque fois. Donc il va pour chacune faire en sorte d'installer l'item et la version, et en plus définir l'élément en default. Donc là, si jamais j'avais défini Java 17 et Java 11, c'est la dernière dans le tableau qui aurait été le default. Donc c'est une possibilité comme ça de dire, ok, moi je sais que je travaille sur 3 projets qui ont 3 versions de Java différentes, je peux préparer l'installation de ces 3 versions. Alors du coup, juste tant que je suis sur le SDK, c'est aussi un truc intéressant. Vous avez vu là, c'est dans les default vars. Donc c'est-à-dire que si par exemple moi je dépends directement de ce SDK, j'aurai l'ensemble de ce que j'ai défini comme SDK installé, à savoir tout ça. Genre Java 17, Kotlin 1.8, Maven, ainsi de suite. Sauf que peut-être que c'est pas le cas pour tous les projets ou pour toutes les personnes. Ou peut-être que moi je fais pas du Scala. Dans ces cas-là, toutes ces choses-là, j'en ai pas besoin. Ou je fais pas de Kotlin, donc ça j'en ai pas besoin. Et ben, c'est exactement ce que j'ai illustré dans mon exemple. Par exemple, si je me mets sur le user qui est sur Bob, le user Bob, lui il dépend pas de SDK, donc c'est pas intéressant. En revanche, si je change de user et que je me mets sur Alice, et que je regarde son... Alors là, c'est pas des defaults, mais c'est des vars, parce qu'en fait, vars vient écraser default. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux notions. Donc, en fait, les variables d'environnement qui sont dans vars vont venir écraser les variables de default. Donc, la variable SDKman ne sera plus celle du rôle SDK, mais sera celui qui est défini dans le rôle de Alice. Donc, Alice, elle a besoin que de Java 17, Kotlin et Maven. Alors que si je change, par exemple, sur... c'était Carole. Carole, elle a également Scala en plus. Voilà. Donc, on a comme ça une capacité avec ces notions de dépendance et de variables, de définir des valeurs par défaut. Donc si je tire le rôle SDK, j'ai une liste d'installation par défaut, mais que je peux tuner par soit des variables d'environnement, soit par des vars que je surcharge moi-même complètement pour avoir un comportement différent lors de l'exécution. Ok, bon, ça a mis un peu de temps, mais il a fini par finir d'installer son outillage. Donc en plus d'avoir installé tout le rôle base, tout le rôle SDK, tout le rôle devback, c'était peut-être Docker qui était loin installé, il a installé ce qui est propre à son user Alice, son rôle perso sur la branche Alice. Donc je lui ai configuré les boutons à gauche, je lui ai configuré son fond d'écran, et là normalement j'ai aussi installé Docker. Donc là on va utiliser un terminal un peu plus joli, bon, c'est une question de point de vue. Là maintenant normalement j'ai Java, ok, j'ai Docker.
je ne sais plus si j'ai Kotlin. Bref, voilà. Donc j'ai toute une liste d'outils que je n'avais pas avant. J'ai Git évidemment. Voilà, je crois que j'ai aussi Maven. Hop, si j'ai tapé Maven. Voilà. Ok, bon, bref. Donc là, j'ai réussi à installer tout ce qui va bien. Et j'ai même aussi, pour le fun, je me suis aussi mis le petit avatar sur le projet. Voilà. Donc là, j'ai déroulé Alice, il est 21h, on a perdu un peu de temps. Je pourrais vous redérouler Bob ou vous redérouler Carole. Ça sera juste exactement la même chose. Mais pour pas perdre de temps, ce que je vous propose, c'est de regarder sur les ressources que je vous ai mis à dispo sur la présentation. J'avais déjà préparé les petites vidéos qui allaient bien. Normalement, ici, voilà, je vous donne toutes les ressources, donc que ce soit pour les slides, le playbook, les rôles, et je vous ai aussi enregistré les petites vidéos. Donc par exemple, si je redéroule la vidéo de Carole, plutôt que de perdre du temps à se le réinstaller, hop. Donc je redéroule la même chose, mais dans le cas de Carole, qui elle, je vous rappelle, elle est full stack, donc elle va en plus d'installer toute la partie back, va aussi installer 2-3 bricoles sur le front. Hop, pof, 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 et normalement ça finit. Voilà, j'ai une installation avec Carole. Donc, je vous invite à les redérouler, hein. Tout est reproductible sur le repo. Donc la démo s'est presque bien passée. Juste pour terminer par rapport à ces slides-là, donc là ce que je vous montrais là, c'était pour illustrer cette notion Bootstrap pour démarrer l'installation minimale, Playbook commun pour simplifier le démarrage pour que tout le monde fasse la même chose au début, un rôle par user, qui va dire il y a un template rôle qui va être ensuite forké ou avec des branches dans mon exemple pour avoir des variantes propres à chaque user. Et la principale variante à faire pour chaque user, c'est de dépendre d'autres rôles qui, eux, sont déjà préparés par votre entreprise, par exemple, auront déjà été préparés dev back, dev front, et ainsi de suite. Et vous n'avez, vous, qu'à picorer le ou les rôles de base qui vous correspondent pour refléter votre profil. Et oui, pardon, vas-y. Oui. Ouais. Ok. En fait, ce que je disais, c'est que ce qui est important, c'est le nom. En fait, l'exécution, c'est le rôle. Si je reprends le playbook, hop, je ferme tout. Je prends le playbook. Hop là. Il est là le playbook. Ok. Alors, il s'appelle local.yaml. C'est pour que Ansible Pool le retrouve directement sans qu'on ait besoin de le définir. Bon, peu importe. Ce qui est important, donc il y a 2-3 tâches d'affichage. Celle-là, je les masque, c'est pas intéressant. Voilà. On va dire que le playbook se résume à ça. Le playbook, c'est exécuter ce bout de code qui est appelle-moi un rôle et un seul rôle qui s'appelle laptop as code role user. Ok. Ce role user, par défaut, il n'existe pas. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que par défaut, si vous tentez d'exécuter que ça, il va tenter de récupérer un rôle qui est sur le Galaxy, le Hub Galaxy. Donc il va dire, il n'existe pas, vous ne l'avez pas. Donc si vous ne l'avez pas, il faut que vous l'installiez quelque part en local. Donc il y a une étape préalable qui est installe-moi ce rôle qui s'appelle laptop as code role user. Et c'est là, en fait, c'est dans le Bootstrap que ça a été fait. Et il a été fait comment? En fait, je vous montre, hein, c'est ici, si je vais sur la VM. En fait, ici, si je vais dans CD, dans votre Home Directory, il y a un point Ansible qui est créé. Exactement. Dans la phase de Bootstrap, il y a un point Ansible qui est créé. Et dedans, il y a des rôles qui sont installés. Et c'est là où il va trouver, il va installer une liste de rôles parce que je lui ai dit, dans les questions, je lui ai dit quel est ton rôle? Je lui ai dit c'est le laptop as role user et ma branche Alice. Donc il va télécharger ce rôle-là avec ce dossier laptop, si je vais dedans, laptop user. Ça, ici, c'est la version d'Alice. Pour preuve, si je vais dans CD meta, voilà, et si je fais un cadre de main, ici, j'ai dans les dépendances, il dépend de devback, comme Alice. Voilà. Et si je fais la même chose sur Carole ou sur Bob, j'aurai pas la même réponse. Ça sera le même nom de dossier, mais pas la même réponse. C'est comme ça que tu peux comme ça avoir des variantes. Donc là, j'ai fait dans ma démo, c'était un seul repo Git. Mais en revanche, quand je vais faire en fait, la commande que j'ai passée un peu vite, c'était celle-là. Là. C'est ça qui est appelé par le Bootstrap, le Ansible Galaxy Install. Tu vas dire, OK, donne-moi l'URL Git et potentiellement une branche pour qu'il télécharge la version. Et le nom, il se rappellera bien le même pour tous, user.
Donc un même nom logique, mais une instance différente selon les profils. Oui, 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 tout à fait. Le rôle est imposé par Ansible. Le dossier est imposé par Ansible. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour ma démo. J'essaie de faire le plus simple, mais je voulais quand même montrer les complexités des différents profils pour que voilà, vous voyez l'intérêt. Et je vous montre juste ce dernier slide. C'est celui qu'on a mis chez Electra, parce qu'en fait, là, on n'a pas un seul. Le role user, il s'appelle MyRole chez nous. Bon, peu importe. Et là, du coup, c'est pas des branches qui sont faites, mais ce sont des forks. Donc, on a un template qui est prêt. Et on peut forker ce template de MyRole par personne. Et pour simplifier encore un peu plus le travail, parce qu'en fait finalement le MyRole va juste porter les tâches qui sont propres à l'utilisateur lui-même, comme son fond d'écran, son tuning personnel. En revanche, on a créé des MyTeamRole. Donc chaque équipe va avoir un rôle propre, donc l'équipe A, l'équipe B, ou là j'ai écrit l'équipe Team Data. Chaque équipe va aussi avoir un autre rôle qui va être forqué, et c'est là-dedans qu'on va y mettre les dépendances aux rôles qui, eux, sont administrés, on va dire, de manière plus globale dans l'entreprise. Donc on a défini un rôle qui s'appelle l'Extra Role Data. Donc la team data dépend de ce rôle, l'Extra Role Data, qui lui-même dépend d'un rôle cloud, d'un rôle base, d'un rôle minimal, ainsi de suite, et de rôle SDK, comme on avait vu dans la démo. Comme ça, le fait de faire ça, ça simplifie encore plus grandement l'arrivée de nouvelles personnes. J'arrive chez Electra, je suis un nouveau développeur de l'équipe data. Il suffit que je fork l'exemple MyRoleUser, ok, bah, je suis un user 3. Et mon rôle user 3, je dis que je dépends du rôle de team data. Voilà, et c'est tout. Et je sais que toutes les personnes de l'équipe data auront l'ensemble de ces rôles-là qui vont être exécutés. Je pourrais ensuite, dans mon rôle user 3, y mettre des spécificités qui me sont propres. Mais en revanche, je sais que j'aurai le même noyau commun avec mes collègues dans l'équipe. Et donc, c'est l'équipe qui est en charge de maintenir ce rôle-là, pour s'assurer des versions SDK, des versions d'outils nécessaires pour le besoin de l'équipe. Donc on va dire qu'on a deux customisations possibles, mais j'ai pas voulu le démontrer pour la démo, ça complexifie inutilement la compréhension. Et juste savoir que tout en bas, on a défini un rôle qu'on appelle l'Extra Role minimal, parce qu'en fait finalement, peu importe tout ce qui est fait, ce qu'on veut, c'est que sur tous les postes Lectra, on ait un minimum d'outils communs à installer, des antivirus, un navigateur de référence ou un client VPN pour pouvoir faire du télétravail. Bah ça en fait, pour l'instant, c'est un rôle Ansible qui est exécuté par le Bootstrap, enfin par l'exécution Ansible que je vous ai montré, mais à terme, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on nous délivre un PC à Electra, que le Bootstrap soit déjà fait et que le rôle minimal soit déjà exécuté. Comme ça, on gagne du temps, des choses que tous les postes doivent toujours avoir, en fait, qui soient déjà faits par défaut. C'est aussi un peu l'idée, c'est de proposer déjà un noyau commun avant même de recevoir sa machine. Le temps passe, j'ai beaucoup parlé, j'ai eu quelques soucis techniques, désolé encore. Je peux juste faire une brève conclusion si vous êtes OK. Déjà, moi j'ai eu des bons retours en interne Lectra. Je serais intéressé d'avoir vos retours à vous là, de cette session-là. Je rappelle que pour l'instant, ça a été géré que pour des machines Linux, mais rien n'empêche de pouvoir le faire marcher sur d'autres OS. Je pense que le Linux Mac, ça pourra assez rapidement être mis en place. Windows, peut-être moins. En revanche, chose intéressante qu'on a eue chez Electra, c'est que certains utilisateurs de Windows historiques sont intéressés pour migrer sous Linux parce qu'ils voient un certain intérêt d'avoir une machine rapidement dispo. Parce que beaucoup de nos projets ne nécessitent pas forcément d'être sur Windows et Linux parfois peut être plus simple pour certains projets, donc un argument de plus pour pouvoir l'expérimenter. Et un dernier point que je voulais aborder, c'est je vais tenter de parler d'immutabilité sur mon laptop. Mais il y a d'autres concepts, d'autres outils comme Nix, Package, NixOS qui sont un cran au-dessus de ce que je vous ai montré pour avoir une vraie immutabilité. C'est des pistes que je regarde, mais qui sont peut-être un peu plus complexes. Donc voilà, je voulais d'abord finaliser ma compréhension et mon outillage Ansible avant de me diriger vers d'autres outils. Merci à vous d'avoir écouté et s'il y a des questions, je suis disponible.